L'emploi vert fait partie d'un processus normal, du besoin de pouvoir mieux spécifier le type de développement que l'on veut. Et de plus en plus, nous avons constaté que l'humanité est en train de faire face à l'un de ses défis les plus importants, qui est cette question de changement climatique. Et ça a entraîné un bouleversement dans beaucoup de secteurs, surtout pour les pays comme le Mali. Nous avons assisté à la mauvaise répartition des pluies, à l'invention des sauteriaux, à des difficultés pour les paysans de trouver leurs repères pour démarrer les campagnes hivernales. Et donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça a mis le pays dans une certaine précarité de développement. Donc je pense qu'il est extrêmement important dans ce genre de situation de pouvoir réfléchir à cette condition et de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux nous adapter. Et mieux nous adapter passe nécessairement par la définition du type de développement que nous voulons. Il faudrait que ce soit un développement durable. Penser au développement durable nécessite certainement l'utilisation de solutions de technologies qui sont des technologies sobres, faiblement émettrices de carbone et qui sont à même de pouvoir assurer le développement sans pour autant avoir un impact assez élevé sur notre environnement au quotidien. Donc c'est comme ça que l'ensemble des fonctions et des solutions économiques qui ne peuvent pas entamer le développement futur sont appelées emplois verts. Les conséquences du changement climatique sont multisectorielles. Vous aviez par exemple dans le domaine de l'agriculture, où nous avons cette variabilité climatique qui a comme conséquence les difficultés de la production agricole, la réduction de la production agricole par soit une sécheresse ou bien soit par une inondation. Donc ça entraîne beaucoup de problèmes. Et aussi nous avons aussi par rapport au secteur de la santé, le niveau d'inondation qui peut amener beaucoup de risques liés même à la destruction du potentiel de production de certaines communautés et la pullulation de certains insectes qui sont à la base du développement de certaines maladies comme par exemple le paludisme qui peuvent être l'une des maladies qui entament le plus l'effort de production en Afrique parce qu'elle rend invalide beaucoup de personnes pendant les périodes, surtout l'hivernage, où on a besoin de pouvoir travailler la terre. Donc vous voyez, ça c'est beaucoup d'éléments qui entraînent des problèmes par rapport à son impact sur le développement au niveau du pays. Vous avez aussi des situations qui portent sur l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous avons par exemple les grandes centrales hydroélectriques du pays qui fonctionnent sur par exemple la pluviométrie, parce qu'en fonction de la pluviométrie, soit on a la disponibilité de l'eau pendant toute l'année pour pouvoir faire tourner les turbines des centrales, mais une raréfaction ou une diminution de la pluie va amener quoi? Ça va amener beaucoup de problèmes comme beaucoup de coupures de courant qui vont venir. Et donc ça va amener peut-être les gens à commencer à réfléchir quelle est la solution et si elle n'est pas durable, les gens vont tomber par exemple dans l'utilisation par exemple du gazoil pour la production d'électricité et cette solution elle est fortement émettrice de gaz carbonique. Donc ça répond à un besoin imminent qui est l'accès à l'énergie, mais à long terme, ça entraîne l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et donc ça aggrave le phénomène du changement climatique. C'est pourquoi je pense que des pays comme par exemple le Mali et surtout dans le continent africain, nous avons vu aujourd'hui que le potentiel d'accès à l'électricité n'est que surtout les énergies nouvelles renouvelables, n'est que de 16% en Afrique. Et dans ça, si tu sors l'hydroélectricité qui est dépendante du climat, nous avons quoi? Nous avons à peu près ce taux qui chute jusqu'à 1%. Et 1% des énergies nouvelles renouvelables par rapport au potentiel qui existe en Afrique, par rapport aux solutions de la biomasse, de l'éolienne, du solaire, c'est un potentiel immense qui est là, que nous n'arrivons pas à exploiter et qui peut satisfaire à notre besoin économique. Donc de plus en plus, il faudrait que les pays comprennent que l'accès à l'électricité est la solution. Elle ne doit pas être réfléchie à travers une discussion politique. C'est la solution. Nous ne pourrons nous développer que si nous développons notre solution d'accès à l'énergie. Et là, l'option politique maintenant, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut aller vers les énergies nouvelles et renouvelables pour pouvoir permettre à nos pays de pouvoir disposer de solutions énergétiques qui puissent être une solution durable. Parce qu'à la différence, par exemple, des énergies thermiques, si je prends du gazole pour faire fonctionner mon dispositif, je vais tout le temps mettre de l'argent. Mais quand j'ai un système solaire, le coût d'exploitation est très bas, mais certainement c'est le coût d'acquisition qui va être élevé. Mais sur l'échéance d'une vie par rapport sur 20 ans, il est préférable de faire un investissement qui permette de sécuriser la production d'électricité. Donc moi j'ai dit que pour ce qui est de l'impact et de la transition énergétique, elle est la solution. Il ne peut pas y avoir une autre solution pour ce qui est du développement et elle est la base du développement des économies vertes.
Parce que si nous développons les énergies nouvelles et renouvelables, nous serons à même de pouvoir faire une production propre, faiblement émettrice de carbone. Donc nous nous engageons par rapport à la responsabilité que nous avons par rapport aux générations futures. Et je pense que la COP 21 qui aura lieu à Paris, l'humanité doit avoir un accord. C'est extrêmement important. Il ne s'agira pas de faire de la politique politicienne. Il s'agira de réfléchir le devenir de l'humanité et que ces grands pays du monde, les grands dirigeants du monde, laissent leur ego par rapport à l'accès et au contrôle du pouvoir et qu'ils réfléchissent sur les personnes qu'ils vont gouverner en signant un accord à Paris. Aujourd'hui, le Mali, c'est quoi? C'est, on va dire, 75% de la population qui est en milieu rural. Regarde le tissu économique du milieu rural. Le tissu économique du milieu rural, elle est faible. Elle est faible pourquoi? Du milieu rural, c'est-à-dire la capacité du milieu rural à pouvoir produire et transformer sa production. Elle est très faible. Donc, il est extrêmement important que le pays se dise, OK, je dois amener ma communauté à transformer et à avoir de la valeur ajoutée à la production agricole locale. Et ça ne va pas passer que par l'énergie. Mais aujourd'hui, qui va aller financer une entreprise en milieu rural où il n'y a pas de courant? Personne. Donc, il faut réfléchir à des solutions qui ne sont pas liées à des réseaux, des solutions décentralisées d'accès à l'énergie. Et ça va permettre à ces communautés, d'avoir l'infrastructure à même de pouvoir leur permettre de transformer leur production et ça va leur permettre aussi de pouvoir attirer des capitaux pour pouvoir financer leur activité. Parce que pour transformer, il faut avoir la technologie, il faut acheter des machines et tout. Donc il faut mettre en place des solutions de financement innovants qui sont plus axées sur la connexion entre l'énergie et le développement de l'infrastructure manufacturière en Afrique. En Afrique, c'est quoi? L'Afrique n'a même pas atteint les 10% d'infrastructures manufacturières. Ça veut dire que l'Afrique ne peut pas tenir la cadence de son développement. Elle ne peut pas. Si tu regardes les statistiques pendant ces 10 dernières années, l'Afrique n'a transformé que 18% de sa production. C'est catastrophique. Donc nous, on est devenu quoi? On est devenu une usine à production, on l'amène en Occident, et l'Occident le transforme, et nous le vendent plus cher. Pourquoi est-ce qu'à un moment, les dirigeants africains ne se disent pas, OK, on a assez fait de la politique, il faut faire le développement. Et maintenant, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que quand ils vont décider de faire le développement, ils vont faire un développement durable, un développement conscient, un développement responsable vis-à-vis des générations futures. Dans les années 70, c'était quoi? C'était la lutte contre la désertification. Parce qu'en ce moment, on a compris qu'il y avait un problème de développement qui était là et qui était lié à la raréfaction et à la dégradation des terres de culture. Ensuite, avec l'évolution, nous avons évolué vers ce qu'on appelle les initiatives comme la gestion des ressources naturelles, parce qu'on a compris que la dégradation de ces ressources était à la base de la paupérisation des communautés. Et nous avons évolué encore vers ce qu'on appelle les changements climatiques, parce que nous avons compris que tout ce qui se passe était lié à un élément qui pouvait être hors du contrôle humain, mais dont l'homme était responsable à plus de 80%, qui était le changement climatique. Et aujourd'hui, nous avons compris que le changement climatique et tout ça était dans un grand ensemble qui pouvait être appelé développement durable. Parce qu'il faut de plus en plus que les individus commencent à se dire « je me développe, mais je me développe avec une conscience ». Et quand on se développe avec une conscience, on s'inscrit dans une logique de durabilité. Donc le développement durable, sans être une panacée, c'est la solution. C'est la solution pour le développement. Ça permet à l'ensemble des communautés, surtout des individus, les gens qui vivent en milieu rural, surtout des pays africains, de se développer en ne faisant pas les mêmes erreurs que l'Occident.